Donc, bonjour tout le monde. Je suis bien heureuse de vous voir à nouveau aujourd'hui afin de pouvoir discuter du volet 2, en fait, des finances au Québec. Donc, on y va maintenant plus dans une optique de une fois qu'on est arrivé, qu'est-ce qu'on a à penser comme frais, qu'est-ce qu'on a à penser comme débourser à prévoir. Donc, nous allons voir ça dans les prochaines minutes, en fait, là, pour pouvoir vraiment bien se planifier une fois que vous allez avoir mis vos pieds au Québec. Donc, on discute aujourd'hui, en fait, ben, une fois arrivés, les frais qui sont à penser. On va regarder aussi notre offre d'arrivée, le système bancaire, hein, parce que lorsqu'on arrive dans un nouveau pays, il faut comprendre qu'on est un système capitaliste, hein, donc toute nouvelle personne qui est introduite dans le système est un client potentiel. Donc, veut pas, vous allez avoir des offres d'arrivée, vous allez avoir des offres, des produits financiers qui vont vous être suggérés, proposés. Donc, on va essayer de les regarder un petit peu ensemble. Et bien, avec tout ça, on va toucher le crédit. Donc, le crédit au Québec, comment qu'il fonctionne, comment qu'il est utilisé, les différentes sortes de possibilités de crédit qui peuvent vous être offertes. Ensuite, on va regarder certaines petites informations pour faire attention à nos achats, faire attention à apporter une certaine vigilance, là, dans le fond, sur le mode de consommation au Québec et aussi de faire attention aux requins. Là, on ne parle pas de requins dans l'eau, mais on parle des requins financiers. Donc, on va aller regarder ça un petit peu plus en détail là, à la fin de la rencontre aujourd'hui. Donc, un petit rappel, nous, ben, nous sommes la CEF de la péninsule. Nous sommes un organisme qui est implanté dans la péninsule gaspésienne depuis 1990. Notre siège social est à Matane, mais on a 2 points de service, un à Gaspé et un à Carleton. Aussi, de temps à autre, on est à Bonaventure, mais faites-vous-en pas, on est partout sur le territoire. Donc, même si vous vous implantez à Saint-Anne-des-Monts, nous serons là. Donc, nous allons voir rapidement des informations pour vous installer. Donc, c'est bien important de savoir hein, qu'à l'installation, ben, vous allez devoir penser aux meubles de votre logement. Vous allez devoir penser à vous procurer une épicerie de base, des trucs liés au transport, aux véhicules que vous allez avoir, les vêtements de saison. On en a parlé la dernière fois, mais on va y revenir encore un petit peu. Et aussi équipement de travail et de formation. Donc, tombons directement dans le vif du sujet, le logement. Hein? Donc, le logement que vous allez louer, le logement dans lequel vous allez habiter, peut être peut-être semi-meublé, mais c'est quand même assez rare, je vous dirais. Donc, de plus en plus, vraiment, il faut meubler complètement notre appartement. Fait qu'il faut vraiment penser qu'il faut meubler la cuisine, le salon, la chambre à coucher, salle de bain, l'espace bureau. Hein? Donc, la cuisine, ça va nous prendre un réfrigérateur, une cuisinière, une table, micro-ondes, grille-pain, cafetière, batterie de cuisine, les assiettes, les verres, les tasses, les ustensiles de cuisson et les couverts de cuisine. On est Ça, c'est la base, en fait. Hein? Donc, le salon, ça va nous prendre un divan, à moins que vous désiriez rester debout ou assis sur le plancher toutes vos soirées, mais je ne pense pas que c'est quelque chose d'intéressant. Télévision, meuble de télé, table de salon, un bureau peut-être, un ordinateur, lumière, des luminaires, parce que des fois, il n'y a pas de plafonnier, des rideaux pour vous permettre une certaine intimité. Ensuite, la chambre à coucher, bien entendu, ça va vous prendre un lit. Hein? C'est comme pas mal l'essentiel d'une chambre à coucher. La base de lit, le matelas, les oreillers, la couette de lit, les draps, la commode à vêtements, table de chevet, des cintres pour les vêtements. On n'y pense pas, mais c'est des petits coups qu'on ajoute tout le temps, tout le temps, tout le temps. Des rideaux aussi pour l'intimité. Et si, exemple, aussi vous travaillez de nuit et que vous devez dormir le jour, ben, ça peut être facilitant. Ensuite, au niveau de la salle de bain, bien, ça nous prend une laveuse sécheuse, hein, donc pour laver les vêtements, les sécher, parce que l'hiver, oui, on peut se dire, l'été, on peut se dire qu'on va faire sécher ça au grand air. L'hiver, c'est un petit peu plus compliqué, hein, de mettre des vêtements à l'extérieur. L'hiver, il y a des fortes chances qu'ils soient gelés.
Ça va vous prendre possiblement une sécheuse et surtout si vos vêtements sont mouillés, c'est pratique des fois justement de pouvoir les sécher sans devoir les laver nécessairement. Là, juste les sécher pour nous réchauffer un petit peu, c'est quand même toujours très, très apprécié. Ensuite, un rideau de douche, c'est des choses qu'on ne pense pas nécessairement, mais il faut y réfléchir, il faut avoir le réflexe. Le panier à linge, sèche-cheveux, les produits d'entretien et de ménage. Donc, vous voyez, ça fait quand même beaucoup, beaucoup de choses à penser. C'est sûr et certain, je pourrais vous donner des idées de grandeur de prix pour chacun des items, mais en bout de ligne, ça dépend de vos besoins. Si vous achetez neuf, usagé, c'est extrêmement variable. Donc, c'est sûr et certain que le marché usagé, vraiment, là, demeure celui qui est le plus accessible financièrement parlant. Exemple, un réfrigérateur usagé à l'heure actuelle peut se vendre peut-être 200-300 $. Il y en a même un petit peu moins cher que ça, alors qu'un neuf peut coûter 900 $. Donc, il est important de valider sur les sites de petites annonces locales, donc des choses qui peuvent être disponibles, mais de faire attention, hein, parce que des fois, ben, il y a malheureusement des fraudeurs qui existent sur ces sites-là pour non pas nous vendre des articles, mais plutôt faire en sorte de nous retirer notre argent sans nous vendre d'articles. Sinon, ben, c'est sûr et certain, il y a le réseau de contacts. Donc, vous allez avoir possiblement des collègues, des étudiants près de vous, peut-être qui ont des points, des connaissances là, qui ont des points à partager et aussi certains magasins de meubles usagés sur le territoire. Ensuite, épicerie de base. Donc là, c'est beau, vous allez avoir un frigidaire, réfrigérateur, pardon, dans votre logement, mais ça va vous prendre une épicerie de base pour bien complémentarité le tout, hein, pour faire en sorte là, que vous n'allez pas crever de faim et ce n'est pas ça le but du tout, du tout, du tout. Donc, l'épicerie de base, ben, dans notre garde-manger, ça nous prend vraiment un petit truc de base pour faire en sorte de ne pas avoir de problématiques. Donc, farine, sucre, sucre blanc ou cassonade ou sirop d'érable, pourquoi pas, on est au Québec, du bicarbonate de soude, de la fécule de maïs, poudre à pâte, des pâtes. Donc, ça, c'est toujours bénéfique d'en avoir. C'est simple, c'est facile, c'est quand même nutritif. Riz, couscous, des conserves, des légumineuses, donc autant des conserves de poisson que de légumes, du bouillon, thé, tisane, café, huile végétale, huile d'olive, huile de tournesol au besoin, sel, poivre, des épices de base. Donc, juste ça en partant, cette épicerie de base-là peut avoisiner, tout dépendant, encore une fois, de vos choix, mais peut avoisiner un 200 $. Donc, ça, c'est juste pour dire qu'on a la base. On n'a pas nécessairement la viande qu'on vient ajouter au travers de tout ça. Donc, les essentiels là, du frigo, bien, on va aller ajouter des œufs, beurre, fromage, lait, condiments, les viandes que vous allez consommer ou, bon, les protéines que vous allez consommer, des fruits de saison, des légumes de saison, ou on peut y aller aussi dans le congelé, donc davantage des bases congelées parce qu'il faut comprendre que les produits congelés ont quand même les mêmes valeurs nutritives ou presque les produits frais. Donc, dans notre congélateur, bon, on peut mettre du pain, bagel, muffin anglais, des légumes congelés, des fruits, des viandes, des poissons. Donc, ça, cette belle petite liste-là va vous être laissée dans un document un petit peu plus de préparation que vous allez recevoir d'ici quelques semaines pour vraiment là, vous permettre de ne rien oublier. Ne vous en faites pas. Là, on les a nommés quand même assez vite, mais ne vous en faites pas. Vous allez avoir ces informations-là en format papier. Donc, par la suite, ben, véhicule transport, je sais qu'à la dernière rencontre, au dernier webinaire, on a vu quand même beaucoup d'informations en lien avec le véhicule, les choses à penser, hein. Donc, on a vu que oui, on a l'achat du véhicule à planifier, mais il y a d'autres choses, hein. Il y a les assurances, les immatriculations qu'il faut qu'on paye, mais également votre frais de permis de conduire qui est à renouveler à chaque année. Par la suite, ben, ce véhicule-là, il roule avec de l'essence. Donc, il faut mettre de l'essence dedans. Il faut y réfléchir, d'intégrer ça dans notre budget. Les pneus d'hiver, les pneus d'été. Hein, donc, on se rappelle, on n'a pas le choix. Ça nous prend absolument deux kits de roues pour être capable d'affronter là, nos conditions hivernales.
Et aussi, on vous recommande d'avoir un essentiel d'urgence, hein, parce que, bon, on a vu à la dernière rencontre, on a des conditions hivernales qui peuvent être assez extrêmes parfois. Dans une seule nuit, il peut neiger 3 pieds de neige, donc 36 pouces de neige. Donc, ça fait quand même beaucoup. Fait que ça fait en sorte que peut-être si vous partez, ben, il peut vous arriver malheureusement un incident. C'est pas ça qu'on souhaite, mais il peut vous arriver peut-être un petit incident. Donc, ça peut être bénéfique d'avoir un essentiel hivernal, donc pelle, balai, balai pour ôter la neige, bien entendu, sur le véhicule, mais le grattoir aussi, parce que veut pas, oui, il y a de la neige, mais il peut y avoir aussi de la glace sur les vitres du véhicule, des plaques d'adhérence. Donc, ça fait en sorte que si justement on s'enlise et que malheureusement le véhicule ben, glisse dans la neige et qu'on est coincé dans la neige, ben, la plaque d'adhérence nous permet de mettre sous la roue et nous permet en fait là, de ne pas rester, ben, de nous aider à nous décoincer d'une certaine façon. Bon, des fois, ça prend plus que ça, mais ça peut quand même aider. Des cas de survoltage, hein, on l'a vu à la dernière rencontre, on a plusieurs différences de température. Il y a des froids qui sont très, très froids aussi, donc on peut des fois, avec le facteur vent, toucher des moins 40 degrés, tout dépendant les secteurs. Donc, c'est très, très lourd, ça, pour un système mécanique. Donc, il peut arriver à l'occasion que vraiment, on a des petits enjeux au niveau du démarrage du moteur. Donc, à ce moment-là, ça nous prend des câbles de survoltage. Couverture, donc si vous arrive un petit pépin que vous devez appeler une dépanneuse, bon, et qu'il fait quand même, encore une fois, très, très froid, ben, ça fait en sorte que peut-être que vous allez avoir les petits pieds gelés, les petites mains gelées, donc d'avoir une couverture pour se protéger, ça peut être facilitant. Et bien entendu, des gants de rechange parce que si justement, ben, vous travaillez dans la neige ou vous avez déneigé votre voiture pendant 30 minutes, ben, ça se peut que vous ayez les gants mouillés un petit peu à la fin. Donc, voilà, fait que c'est ça. Et aussi, ben, on peut avoir aussi un essentiel, un petit peu plus de survie d'une certaine façon. Donc, avoir un cric si on a besoin de faire un changement de pneus, entre autres. Donc, ça peut être pratique d'avoir ça. La plupart des véhicules actuels ont déjà un cric à l'interne. C'est pas le plus gros luxe, mais quand même un cric pour se dépanner. Mais on peut avoir aussi des clés pour nous permettre d'ôter nos roues, les douilles et une trousse de premiers soins au cas qu'il nous arrive des petits pépins. Donc, tombons maintenant dans un enjeu important. On en a parlé. Il fait froid. Il peut faire froid, du moins. Ça se peut que finalement, vous trouviez, ah, ben, c'est pas si pire que ça. On l'espère. Je me croise les doigts. Donc, les hivers sont quand même longs ici, ils sont froids. Donc, on oublie rapidement là, le style fashion, le style glamour. Là. Le but, c'est pas d'être une carte de mode. Le but, c'est d'avoir chaud et d'être confortable. Donc, on va se mettre des couches de tissu, on va se mettre de l'équipement, en fait, pour conserver notre chaleur. C'est ça le but. Donc, peu importe l'allure. Bon, c'est sûr et certain. Il y a ça va vous appartenir, tout ça en bout de ligne, qu'est-ce que vous voulez avoir l'air, mais toujours est-il, c'est important d'avoir chaud. Donc, on va regarder un peu plus en détail qu'est-ce que ça peut ressembler. Donc, un équipement hivernal complet, là, on l'a ici devant nous. Donc, on a le tour de cou. Ça peut être, bon, oui, un cache-cou, sinon un foulard, le bonnet. Bon, pas obligé d'avoir un pompon, on s'entend, là. Donc, un bonnet vraiment pour conserver la chaleur sur la tête. Des lunettes de soleil. On n'en a pas parlé à la dernière rencontre. Des lunettes de soleil. Il faut savoir que le blanc de la neige est quand même très, 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 très vif comme couleur. Donc, si on a du soleil qui tombe sur le blanc, ben, ça fait en sorte qu'on peut être aveuglé justement lorsqu'on conduit notre véhicule ou tout simplement qu'on marche. Donc, d'avoir des lunettes UV, ça peut être très, très, très pertinent. On voit des sous-vêtements thermiques. Donc, ça peut être des collants. Ça peut être, bon, oui, des leggings qu'on dit autrement un petit peu plus près au corps. On a le polaire aussi, donc communément appelé ici au Québec une doudoune. Donc, ça se trouve être une petite, un petit survêtement, en fait, qu'on met par-dessus là, pour conserver notre chaleur tout près du corps. Des pantalons de ski. Bon, ça, on s'entend, là, si vous
allez de votre logement à l'école ou au travail, puis que c'est, exemple, 5 minutes de marche, 10 minutes de marche, vous n'avez pas nécessairement besoin d'un pantalon de ski. Par contre, si vous pensez peut-être passer 2 heures à l'extérieur, ça pourrait peut-être être pertinent d'avoir un pantalon de ski à ce moment-là. Le manteau, bon, ici, c'est un manteau 3/4. Ça peut être long, un manteau 3/4, ça peut être correct aussi. Ça peut être un manteau qui est à la taille, mais il faut s'assurer vraiment qu'on couvre là, le plus possible, du moins le haut des fesses, pour s'assurer de conserver notre chaleur quand on se penche. Donc, ça, c'est quand même très important. Et des gants, hein. Ça, c'est très, très, très important. Les gants sont essentiels vraiment à la survie hivernale et par la suite de bonnes bottes, bien sûr. Donc, une petite idée de coût. Donc, un tour de coût, ben, tout dépendant de la marque, tout dépendant de la qualité que vous voulez aller chercher, ça peut être de 5 à 50 $. Le bonnet de 5 à 50 $ aussi. Les sous-vêtements thermiques de 50 à 150. Le polaire, encore une fois, extrêmement variable. Il y en a beaucoup d'usagers aussi sur le marché. Donc, on peut y aller en usager. Là, ça peut coûter 5 là, dans une une bonne friperie. Mais sinon, dans le neuf, on peut aller de 40 à 100 $. Les lunettes de 10 à 100 $, extrêmement variable comme différence. Les pantalons de ski, idéalement, ça, on peut y aller dans le neuf, on peut y aller dans l'usager aussi, mais on s'assure d'avoir une bonne qualité de pantalon de ski. Il y en a qui sont en bas de ça, qui coûtent peut-être 10 $. Ce n'est pas la meilleure qualité que vous allez avoir. Donc, un bon pantalon de ski, là, c'est un minimum de 40 $ qu'on va mettre dessus dans le neuf. Le manteau, encore une fois, vous allez peut-être trouver des manteaux en magasin qui coûtent 30 $, en magasin neuf qui va coûter 30 $. Encore une fois, ça ne sera pas nécessairement la plus haute qualité ici. Donc, on va peut-être plus chercher un manteau de 150 à 500 $. On a des marques très, très, très spécifiques, le Canada Goose. Le Columbia, ça se trouve être des marques très, très bonnes pour nos températures hivernales ici. Les gants, ça peut varier de 15 à 100 $. Les bottes de 100 à 350. Vous voyez, c'est extrêmement variable en termes de coût selon la qualité que vous allez prendre. Mais ça, je vous dirais, faites-vous accompagner par des gens qui travaillent là-dedans, qui sont professionnels là-dedans, ou des gens à qui vous faites confiance là, près de vous. Donc, par la suite, bien, vous allez avoir des équipements de travail peut-être à fournir pour votre emploi. Donc, pour faire votre travail, il est possible que votre employeur vous demande des vêtements précis. Donc là, c'est sûr et certain, bon, ça peut être dans le réseau de la santé, mais si, exemple, peut-être vous travaillez ailleurs, que ce soit dans un restaurant ou dans des magasins, bien, ça se peut qu'on vous demande de porter des pantalons noirs, qu'on vous demande d'exiger des vêtements précis ou quoi que ce soit. Donc, lorsque l'employeur exige que ses travailleurs portent un vêtement précis comme un uniforme, il doit le fournir gratuitement aux membres de son personnel qui sont payés au salaire minimum. Si vous êtes payé plus que le salaire minimum, bien là, à ce moment-là, on peut lui demander de payer pour l'achat ou l'entretien du vêtement à ce moment-là. Après avoir payé ses frais, son salaire doit quand même être supérieur au salaire minimum. Donc, si en bout de ligne, payer l'entretien et l'achat de votre matériel fait en sorte que votre salaire devient sous le salaire minimum, ce n'est pas légal. Donc, ça, c'est très important à prendre ça en considération. Dans le cas d'un vêtement qui identifie clairement l'entreprise, hein, donc si, exemple, vous travaillez dans un marché d'alimentation et que le nom du marché d'alimentation sur votre vêtement, bien, l'employeur doit le fournir gratuitement à tous ses travailleurs, peu importe le salaire. Hein. Donc, ça, c'est bien important à savoir, bien important à garder ça en tête. Parce que des fois, ben, c'est ça, les employeurs profitent des fois de la méconnaissance des gens. Donc, n'hésitez pas à poser des questions rendues là ou nous consulter, ça va nous faire plaisir. L'employeur doit fournir gratuitement aux travailleurs payés au salaire minimum le matériel, l'équipement, donc les outils, les matières premières ou les marchandises qu'ils doivent utiliser pour faire leur travail. Donc, si, exemple, on se trouve à travailler dans un domaine que ça nous prend des équipements de protection pour assurer notre santé et notre sécurité, l'employeur doit les fournir si on travaille au salaire minimum. Par contre, si la personne est payée plus que le salaire minimum, l'employeur peut lui demander de payer pour son matériel ou son équipement. Après avoir payé ses frais, son salaire doit être égal ou plus élevé que le salaire minimum, encore une fois.
Donc, c'est bien important de connaître ces informations-là. Là, on vous fait un petit rappel, vous de votre côté, pour pouvoir étudier au cégep, ça vous prend un ordinateur et l'ordinateur, ça, vous devez le payer de votre poche avant d'arriver. Ben, avant de commencer vos cours, en fait, là, parce que vous devez, la première journée que vous commencez vos cours, avoir votre ordinateur. C'est très, très, très important. Je sais qu'on en a discuté à la dernière rencontre. Je vous fais encore un petit rappel aujourd'hui. On va tomber un petit peu plus dans le concret maintenant, hein. Donc, là, vous êtes, bon, peut-être vous êtes en train de planifier ça présentement, mais tout ce qui est un petit peu plus compte de banque, comment qu'on peut transférer les sous et tout et tout. Donc, il faut savoir que maintenant, avec la technologie, ben, écoute, tout se fait quand même assez facilement. Donc, souvent, l'argent va voyager plus vite que vous en bout de ligne. Ça va arriver avant même que vous ayez mis les pieds dans votre nouveau pays. Euh, donc, c'est bien important de savoir là, que ça nous prend des documents là, importants pour ouvrir un compte. Donc, on a besoin au minimum du passeport et du document gouvernemental officiel de la demande d'immigration. Donc, que ce soit le permis de travail, le permis d'études, le visa, la lettre d'acceptation, etc., etc. Pour les étudiants qui sont internationaux, une preuve d'inscription dans un établissement d'enseignement peut aussi être demandée. Une fois arrivé au Québec, on va, avec tout ça, pouvoir finaliser, dans le fond, l'ouverture du compte en prenant rendez-vous avec un conseiller financier de l'institution financière, l'institution bancaire. Cette personne-là va vous demander les nouveaux documents gouvernementaux reçus à votre arrivée. Donc, à la base, ben, c'est important de pouvoir s'ouvrir un compte, hein, parce que la plupart ben, vous allez travailler possiblement pour un employeur gouvernemental. Donc, l'employeur gouvernemental n'émet pas de chèque. Ça va être un virement qui va se faire directement dans votre compte en banque pour traiter la paie. Donc, à moins que vous préfériez entasser l'argent dans un gros bas de laine ou sous votre oreiller, ben, il est fort possible que vous ayez besoin d'outils pour en faire usage. Donc, ça va vous prendre des cartes au niveau de votre compte, donc des cartes débit, peut-être des cartes de crédit. Donc, on va les regarder un petit peu plus en détail. Donc, la carte de débit, ben, c'est qu'on utilise une carte de débit vraiment pour accéder au fonds de notre compte bancaire. Donc, ça nous donne directement accès à l'argent courant de notre compte. Donc, on vient de recevoir, exemple, une paye de 750 dans notre compte. Donc, dans notre compte, il y a 750 qui est disponible pour pouvoir faire des transactions. Donc, la carte de débit nous donne accès à cet argent-là. Donc, on se présente dans un commerce, on passe la carte, on a une facture de 40 donc il va nous rester 750 moins 40, il va nous rester 710 dans notre compte. Donc, ça nous sert à régler nos achats quotidiens chez les commerçants, effectuer des retraits dans un guichet. Il est possible de retirer des fonds à partir de n'importe quel guichet au Canada. Par contre, il peut y avoir des frais bancaires si vous utilisez les services d'une autre institution financière. Donc, ça, c'est à prendre en considération. Il faut faire attention. Donc, idéalement, ben, on essaie d'ouvrir un compte qu'on sait qu'il y a des institutions financières dans notre région, donc des guichets dans notre région pour pouvoir effectuer des retraits. Ensuite, il est fort possible, en fait, dans votre forfait d'accueil, qu'on va vous proposer également une carte de crédit. Donc, il est fort possible, en fait, ça va faire partie du package de nouveaux arrivants que vous allez avoir, oui, une carte de débit, mais une carte de crédit. Donc, la carte de crédit, il faut savoir que la carte de crédit, c'est une ligne de crédit. Donc, c'est littéralement un prêt d'argent qu'on vous fait. C'est de l'argent qui ne vous appartient pas. Donc, si vous avez une carte de crédit à la hauteur de 1 000 et que vous dépensez 1 000 bien, c'est 1 000 que vous devez rembourser. OK? Ce n'est pas 1 000 qui est lié à votre compte. Donc, c'est ça vraiment la nuance qu'on peut avoir avec le crédit qu'on peut être familier de votre côté. Donc, la carte de crédit peut être très, très, très pratique. Donc, ça peut être pour faire des réservations en ligne, pour acheter des produits sur les internets, hein. Donc, ça va nous prendre une carte de crédit pour pouvoir le faire. La carte de débit, malheureusement, tout dépend.
Certaines institutions financières le permettent avec une carte de débit, mais c'est quand même rare présentement. Donc, la carte de crédit nous permet de faire des achats en ligne. On va voir un petit peu plus tard le fonctionnement à proprement parler de la carte de crédit. Là, je rentrerai pas dans les détails concrets, mais il faut comprendre que cette carte-là nous donne accès aux fonds offerts par une banque sous une forme de prêt. Donc, c'est de l'argent qu'on doit, ce n'est pas de l'argent qui nous appartient. Très, très, très important à prendre en considération. Et bien, c'est sûr et certain, si on ne rembourse pas ce prêt-là au temps indiqué, bien, nous allons avoir des intérêts qui seront calculés à ce moment-là. Par la suite, ben, il y a une autre modalité qui s'appelle le virement Interac. Donc, ça, le virement Interac, c'est un moyen rapide et pratique de virer des fonds à quiconque en passant par un service bancaire en ligne ou mobile. Donc, c'est une solution qui remplace l'argent et les chèques. Donc, exemple, vous allez acheter un bien d'une personne qui le vend usagé, bien, au lieu d'aller au guichet, retirer le montant, apporter le montant à la personne, le donner, risquer de le perdre en chemin, bien, on peut faire un virement Interac. Donc, dans le fond, les sous vont partir automatiquement de votre compte au compte de l'autre personne. Donc, ça, c'est quand même assez bien comme principe. Ça vous permet de vous protéger, mais il y a quand même des petites problématiques face au virement Interac pour, faut être vigilant de ne pas autoriser tout ça. Donc là, j'ai une petite question dans le chat qui indique comment se faire alors le remboursement du montant utilisé sur la carte de crédit. Donc, de toute façon, on va le voir tout à l'heure, mais je vais répondre quand même assez rapidement. Donc, la carte de crédit a toujours une période d'utilisation qui est habituellement un 30 jours. Donc, à la fin du 30 jours d'utilisation, vous allez recevoir un relevé. Un relevé qui dit, bon, ben écoute, nous avons dépassé un montant de 500 sur la carte de crédit. Monsieur, madame, veuillez payer ce montant d'ici 21 jours. Donc là, vous allez prendre le montant de votre compte courant pour payer ce compte de la carte de crédit. Donc, en faisant un paiement de facture à même votre institution financière. Donc, on a toujours un délai de 21 jours gratuit d'une certaine façon pour payer le solde de notre carte de crédit. Mais on va le voir vraiment plus en détail tout à l'heure avec un petit vidéo explicatif. Donc, comme nous avons vu, ben, vous allez avoir à votre arrivée possiblement un compte courant. Le compte courant, ben, ils vont vous donner aussi également des chèques. Donc, des chèques, ça, c'est pour pouvoir vraiment faire un ordre de paiement. Donc, vous allez pouvoir prendre un chèque et dire que, exemple, vous payez votre loyer avec votre chèque. Ça, c'est possible. Donc, à ce moment-là, il faut faire 12 chèques. Donc, un chèque par mois pour payer le loyer. Ou encore, bien, vous pouvez faire des virements Interac qui nous permet d'économiser des chèques, hein, parce que les chèques, il faut les payer. Malheureusement, vous allez avoir une petite base gratuite, là, mais très, très, très minime. Autrement, le chèque, ça a davantage à titre de spécimen. Donc, le spécimen de chèque, c'est que dans le fond, on donne ça et ça permet aux gens d'aller prélever des sous directement dans notre compte. Ça, c'est intéressant. Ou sinon, encore là, de verser des sous directement dans notre compte. Donc, exemple, votre employeur va vous demander un spécimen de chèque afin de vous virer le montant directement dans votre compte de votre paye. Donc, il y a deux types de comptes courants, si on peut dire, là, au Québec et au Canada. Donc, on a le compte opération. Le compte opération, c'est le compte qui, à la base, nous permet de faire l'ensemble de nos opérations quotidiennes. Donc, ça va nous permettre de déposer notre salaire, mais ça va nous permettre aussi de payer nos factures. Ça va nous permettre de faire des retraits au guichet automatique. Ça va nous permettre de faire des achats et de passer en commerce et régler directement une facture, une transaction. On a aussi une autre modalité qui est un compte épargne. Le compte épargne est dit pour épargner.
Donc, le compte épargne à la base n'est pas créé pour faire des retraits. Donc, si vous avez un compte épargne, le but, c'est davantage de virer des montants, exemple, à chaque mois ou à chaque paye, afin de cumuler de l'argent pour vous créer un petit coussin de sécurité advenant qu'il arrive un pépin un jour et qu'on a besoin d'une somme pour y arriver. Ou ça peut encore servir pour soit un projet ou un investissement à venir. Il est important de savoir que, au Québec et au Canada, en fait, là, nous avons un organisme qui régit les banques et les institutions financières et qui protège les dépôts. Le système bancaire est bien géré, bien réglementé. Donc, ça fait en sorte qu'on a un système de protection qui, bon, aujourd'hui existe maintenant dans d'autres pays suite à certains aléas, mais qui n'existait pas auparavant. Donc, qu'il soit déposé en dollars canadiens, en devises étrangères, dans un compte épargne, un compte chèque, un compte, un CELI, un compte d'épargne ligne d'impôt ou, bon, peu importe le type de compte. Donc, les fonds sont assurés jusqu'à concurrence de 100 000 par type de compte. Donc, ça veut dire que si l'institution financière arrive en problématique, a des enjeux financiers importants, comme ça s'est vu, exemple, aux États-Unis, il y a des banques qui ont déclaré faillite. Donc, les personnes, bon, à l'époque, dans certaines de ces banques-là, ont perdu leur argent. Ici, au Canada et au Québec, ben, on a cette protection-là qui permet vraiment d'assurer nos dépôts, l'argent qu'on a dans chacun de nos comptes à la hauteur de 100 000 donc, ça, c'est avec la Société d'assurance dépôt du Canada. Donc, toutes les banques canadiennes sont membres de cette institution-là qui nous permet vraiment de protéger nos avoirs, donc de ne pas être à l'affût d'un risque potentiel d'une faillite d'une banque. Donc, une fois que vous allez arriver, bien, c'est sûr et certain, peut-être certains ont déjà commencé à regarder ça, mais vous allez avoir une offre de produits financiers pour les nouveaux arrivants. Donc, plusieurs institutions financières vont vous proposer des forfaits avantageux qui sont spécialement conçus pour vous. Donc, ça peut être autant des transactions illimitées, des services téléphoniques d'accompagnement gratuits, des virements Interac sans frais. Donc, ça, c'est vraiment des modalités que vous allez pouvoir obtenir à votre arrivée pour vous permettre là, de bien vivre le système bancaire, en fait. Donc, il y a plusieurs institutions financières qui offrent des forfaits intéressants. Donc, il y a la CIBC, il y a la Banque de Montréal, la Banque nationale du Canada, la Banque royale du Canada, la Banque Scotia, Desjardins. Donc, il y a vraiment une panoplie là, d'offres de services bancaires qui peuvent être attrayantes pour vous. Vous allez avoir une liste de ces institutions-là. Et c'est sûr et certain, moi, je vais vous noter également des institutions qui sont disponibles dans la région. Hein, parce qu'il faut savoir, on n'a pas tous les institutions qui sont disponibles de notre côté. Là, c'est sûr et certain, vous allez rentrer dans un monde. Hein? Donc, quand je vous ai dit tout à l'heure là, qu'on est un système capitaliste, donc c'est un fait, on est un système capitaliste. Il est fort possible qu'on puisse vous proposer plus que vos besoins. Puis ça, c'est tout à fait normal. Ça fait partie malheureusement du jeu. Mais aussi, il faut savoir que les institutions financières ben, ont des mesures strictes pour assurer la sécurité des sites web et des applications mobiles afin de protéger les données. Toutefois, c'est sûr et certain, si nous, en tant qu'usagers, on ne prend pas nos précautions et on ne fait pas attention, bien, on peut malheureusement risquer de se faire pirater, de se faire même voler notre identité. Là, je ne veux pas vous faire peur aujourd'hui, je ne veux pas que vous me disiez, mon Dieu, au Canada, on se fait voler notre identité. Non, ce n'est pas ça que je veux vous dire, mais il faut être vigilant, il faut faire attention à nos renseignements personnels. Parce que nous, avec nos renseignements personnels, on peut faire beaucoup de choses. Avec un numéro d'assurance sociale et avec une date de naissance, on est capable de créer énormément d'informations. Donc, il y a quelqu'un dans un autre pays complètement qui pourrait demander une carte de crédit à votre nom. Donc, ça, c'est à faire attention. Et on va voir certaines petites modalités un petit peu plus tard.
Il y a différents types de crédits disponibles sur le marché canadien, québécois, qui peut vous être proposé et qui va, à un moment qui va, veut pas un jour vous être offert. Que ce soit par des publicités, que ce soit directement à votre arrivée, vous allez avoir un potentiel d'endettement qui va vous être offert quand même assez rapidement. Donc, que ce soit des prêts personnels, des prêts de concessionnaire automobile, des prêts étudiants, prêts hypothécaires, marge de crédit, des prêts rapides, contrat location-achat, carte de crédit, etc., etc. On va tomber un petit peu plus dans le détail dans les prochaines diapositives. Donc, le prêt personnel, bien ça, c'est un prêt qui est standard. C'est un prêt qui est utile pour des besoins à moyen, à long terme, comme l'achat d'une voiture ou le paiement de rénovation ou encore certains projets de vie peuvent nécessiter un prêt personnel. Donc, ça, il faut se présenter dans notre institution financière, demander un prêt et là, bien, souvent, on a besoin d'une garantie. Souvent, on a besoin de prouver la nécessité de la chose. On ne peut pas dire qu'on prend un prêt personnel pour partir sur faire la fête, là. Tu sais, ça ne fonctionnera pas, là. Donc, ça nous prend quelque chose de concret. La marge de crédit, bien ça, c'est un montant un peu comme la carte de crédit, c'est un montant qui nous est approuvé d'avance, hein. Donc, on peut avoir une marge de crédit à 7 000 $. Donc, ça nous permet de dire qu'on prend de l'argent sur la marge de crédit, puis on la rembourse. Il faut savoir, encore une fois, le crédit, il est à rembourser. Donc, la marge de crédit qu'on peut obtenir, exemple à 7 000 bien, c'est 7 000 de potentiel d'endettement que vous avez. Il faut savoir qu'on doit le rembourser. On peut rembourser, vous pouvez prendre la totalité du 7 000 et rembourser à la hauteur de 300 par mois. Donc, vous allez baisser une partie de votre capital et vous allez payer des intérêts pour rembourser ce montant-là. Donc, ça, c'est possible. Il est certain que les institutions financières ont la fâcheuse habitude, malheureusement, pour les marges de crédit, de dire souvent on ne paye que le montant minimum. Le montant minimum, ce n'est que les intérêts. Donc, en bout de ligne, à chaque mois, sur une marge de crédit, vous pouvez, selon ce que l'institution financière programme, va y aller seulement à payer les intérêts. Vous ne payerez jamais de capital. Donc, ça fait en sorte que la dette ne baisse jamais. Ah, donc, si vous avez une marge de crédit et que vous empruntez de l'argent dessus, c'est important de rembourser du capital et non seulement des intérêts. Prêt du concessionnaire automobile. Bon, ça, dans le fond, vous vous présentez dans une concession automobile pour acheter un véhicule. Donc, vous allez avoir à acquérir un bien et pour acquérir ce bien-là, il est fort possible que vous ayez besoin de financement. Donc, c'est un prêt auto à ce moment-là. Donc, pour garantir ce prêt-là, ben, la concession va prendre en garantie le véhicule. Donc, tant et si longtemps que le prêt n'est pas payé, l'institution qui garantit le prêt, qui donne le prêt, pourrait saisir le véhicule. Le prêt étudiant, lui, c'est une forme de prêt, c'est de l'argent qui vous est émis à chaque mois, qui peut vous être laissé, donné, mais qu'on doit rembourser à la fin de nos études. Il n'y a pas d'argent qui est donné, il n'y a pas d'argent qui tombe du ciel. Il faut souvent la rembourser. Ensuite, le prêt hypothécaire. Bon, on a vu tout à l'heure, l'achat d'un véhicule, il faut financer ça. C'est la même chose si un jour, exemple, dans 5 ans, dans 10 ans, vous voulez vous acheter une maison. Moi, personnellement, je n'avais pas 200 000 dans mon compte pour m'acheter une maison. Donc, je suis allée voir une institution financière, je leur ai présenté mon projet, que je veux m'acheter une maison. Est-ce que tu me passes de l'argent en fonction de mes besoins pour acquérir la propriété? Donc, ils vont évaluer mon dossier, ils vont évaluer si j'ai une capacité de payer ce prêt-là, parce que 200 000 c'est quand même des sous. Et par la suite, bien, ils vont octroyer, oui ou non, un prêt hypothécaire qu'on se doit de rembourser sur une période habituellement de 25 ans. Encore une fois, la maison ou la propriété sert de garantie.
pour l'institution financière. Donc, si je ne paye pas la propriété, si je ne respecte pas mon engagement de rembourser à chaque mois le montant dû pour le prêt, bien, la banque peut revenir saisir ma propriété. Donc, me mettre dehors de la propriété et en devenir responsable et elle va la revendre pour renflouer ses coffres. Par la suite, on a le contrat location-achat. Donc, ça, exemple, vous allez dans un magasin de meubles neufs pour vous acheter un frigidaire, le frigidaire à 900 que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, il est possible que vous n'ayez pas 900 dans votre compte. Donc, à ce moment-là, on va faire un contrat location-achat. Donc, qui nous permet d'acheter un bien, hein, mais d'une certaine façon, ça va être une location. Donc, tant et si longtemps que l'article n'est pas payé en totalité, encore une fois, l'entreprise pourrait venir le ressaisir. Mais par contre, ce qui est intéressant avec la location-achat, c'est qu'on a la possibilité d'acheter cet article en continuant de payer les frais de location pendant un certain temps ou en versant un paiement global. Donc, exemple, on en a payé 500 il nous reste 400 à payer et oups, j'ai fait un petit peu plus d'heures de travail, j'ai un montant qui est disponible, bien, je pourrais payer la totalité sans avoir de problématique là, sur le bien et le bien finalement m'appartiendrait sans aucun problème. Protection de découvert. Donc, ça, c'est que ça permet à une personne qui a un compte, donc vous allez tous avoir un compte, de permettre à votre compte d'arriver dans le négatif. Bon. À la base, la protection découvert, c'est un produit quand même très, très, très pratique parce que ça nous permet justement, bon, exemple, on a à mettre de l'essence dans notre véhicule, il nous reste 60 dans notre compte et le coût à la pompe est de 80, bien, on n'est pas dans le pétrin. Ça nous permet de tomber dans le négatif. Sauf, par contre, il faut savoir qu'il peut y avoir des frais liés à la protection de découvert. Et souvent, cette protection de découvert-là va être liée à une ligne de crédit. Donc, que ce soit une marge de crédit ou une carte de crédit. Donc, ça, il faut faire attention parce que là, ça peut nous engendrer, oui, des frais pour juste tomber à découvert, mais également des frais d'intérêt si on ne règle pas notre crédit. Donc, c'est bien important à prendre en considération. Par la suite, le prêt sur salaire, bien, ça, c'est un prêt à court terme qu'on promet de rembourser au moyen de paiement d'un prochain chèque de paie. Donc, ça peut être votre employeur qui le fait ou ça peut être des entreprises qui sont spécialisées dans tout ça. Ça, je vous dirais de faire attention avec ça parce que des fois, c'est facile de rentrer dans des spirales, là, puis qu'on est comme un petit peu coincé à la gorge par la suite. Le prêt informel, donc ça se trouve à être un type de prêt, exemple, bon, j'ai ma sœur qui me demande des sous pour payer son prochain compte d'hydro. Donc, ça, c'en est un prêt informel. Donc, ça, c'est de l'argent que ma sœur me doit. C'est une entente tacite entre nous deux, tout simplement. Lorsque le montant du prêt est élevé, c'est sûr et certain, moi, je vous recommande de préparer un accord en bonne et due forme, le plus possible notarié. Hein? Bon, un frais de 100 c'est une histoire, mais quand on est rendu dans les 4 chiffres, bien, ça peut être pertinent de prendre une entente parce que souvent, les prêts informels, bien, c'est fait avec des gens de notre famille, c'est fait avec des amis, c'est fait avec des proches. Et les proches et l'argent ne font pas bon ménage, malheureusement. Donc, le plus possible qu'on ait des informations qui sont statuées, qui sont écrites, le mieux on se porte par la suite. Le paiement différé, bien, c'est un report de paiement d'un achat sur une certaine période. Donc, ça, on va voir ça beaucoup dans certains magasins de meubles. Donc, acheter maintenant, payer plus tard. Mais il faut savoir que le payer plus tard, bien, comprend l'intérêt qu'on n'a pas payé pendant 2 ans de temps, exemple. Là. Oh! Donc, des fois, c'est peut-être mieux d'acheter maintenant que de payer des intérêts, surtout que là, les intérêts à l'heure actuelle sont quand même très, très, très dispendieux. Et bon, la carte de crédit, donc, on va la regarder un petit peu plus en détail. On l'a vu tout à l'heure, hein, mais je préfère encore une fois vous faire un petit rappel là, sur la bonne forme de la carte de crédit. Donc, nous allons voir là, la petite vidéo explicative. Mélanie a reçu son compte de carte de crédit.
Les fêtes ont coûté cher. Son compte s'élève à 2 500 $. En payant, elle se trompe et paye 2 400 $. Le mois suivant, une surprise l'attend. À cause de ces 100 $ qui n'ont pas été payés, on lui réclame 33 $ en frais d'intérêt. Oh C'est non! bien élevé pour seulement 100 $, pense-t-elle. Mais Mélanie se trompe. Les intérêts sont calculés sur la totalité des 2 500 $. Ce mode de calcul est conforme à la loi. D'abord, Mélanie a eu droit à un délai de grâce entre ses achats et la date d'échéance du paiement. Mais puisqu'elle n'a pas payé la totalité du montant, les intérêts ont été calculés à partir des dates d'achat et sur la totalité de la somme. Le fin mot de l'histoire, les émetteurs jouent bien leurs cartes. Soyez aussi rusés qu'eux. Comprenez les règles du jeu. Hmm. Donc, vous voyez, hein, c'est quand même assez embêtant la carte de crédit. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, on a notre relevé de carte de crédit. Donc, on peut faire nos transactions, exemple, du 1er au 31. Donc, nous allons recevoir le 1er du mois suivant notre relevé qui comprend toutes nos transactions. On a 21 jours pour payer tout ça. Donc, le 21 du mois prochain, il faut payer normalement la totalité de notre crédit. Bon, là, ici, dans l'exemple, on avait une facture de 2 500. La personne a fait une erreur, a payé 2 400. Il restait un solde normalement juste de 100 $. Mais c'est ça l'enjeu. C'est que là, les intérêts sont comptés sur le total de la facture. Il faut savoir que les intérêts d'une carte de crédit, c'est le crédit qui est le plus élevé à l'heure actuelle sur le marché, qui avoisine les 20 à 21 tout dépendant des cartes de crédit que vous allez obtenir. Donc, c'est quand même très élevé. Fait que c'est pour ça que la carte de crédit, il faut l'avoir vraiment comme un outil, comme un mode de paiement que l'on doit rembourser absolument. De payer le minimum sur la carte de crédit, c'est une fausse bonne idée. OK? Parce qu'en bout de ligne, vous ne faites que payer les intérêts. Vous ne payez jamais le solde dû. Donc, vous allez voir sur votre relevé de carte de crédit des petites informations que si, exemple, on paye juste le minimum, donc vous avez un solde de carte de crédit à 2 500 $ et on paye le minimum de 5 donc 250. Exemple, là, j'ai fait donc, on paye le minimum de la carte de crédit, bien, ça va nous prendre peut-être 19 ans à payer en totalité notre carte de crédit pour 2 500 $ d'achat. C'est un pensez-y bien. Ensuite, bon, ouvrez grand vos oreilles, tout le monde. Très important, très important. Ça, vous allez en voir et il est fort possible qu'à un moment donné, ça arrive, vos finances arrivent plus serrées, c'est normal. Ça nous arrive tous, hein? Ça nous arrive tous. Et là, on va aller sur les internets, marquer «J'ai besoin d'argent», prêt. Et là, systématiquement, vous allez avoir des offres de prêt rapide. Bon, il n'est pas marqué prêt rapide, il n'est pas marqué danger, hein? Ils ne marqueront jamais ça. Sauf que c'est un type de prêt qui est souvent émis dans la journée ou dans les 48 heures. OK? Qu'il vous demande peu d'informations, qui vous demande simplement une adresse et un numéro de téléphone. OK? Et là, le problème avec ces prix-là, c'est que c'est des prêts en bout de ligne qui ne sont pas autorisés. C'est des prêts qui sont illégaux parce qu'on charge des frais d'ouverture de dossier, on charge des frais de traitement de prêt bancaire parce qu'ils vont vous envoyer un chèque puis ils vont vous charger le dit chèque là, qui va vous coûter peut-être 75 et ils vont vous charger des taux d'intérêt qui sont dits usuraires. Donc, des taux d'intérêt connus pour être illégaux à l'heure actuelle. Malheureusement, ben c'est ça, nous, de notre côté, on en voit beaucoup de ces prêts-là dans nos bureaux. Donc, des gens qui se prennent un prêt rapide pour payer rapidement un petit quelque chose. J'ai besoin d'un 500 $ pour payer mon épicerie. Mais là, quand on est rendu à payer cette épicerie-là, parce que le 500 $ pour payer l'épicerie, là, ben, ça se peut qu'on le paye pendant 6 ans de temps, là, et que ça monopolise quand même notre budget de façon importante. Souvent, les personnes qui utilisent le prêt rapide payent jusqu'à de 5 à 10 fois le montant initial. Est-ce que ça vaut la peine ou ça ne serait pas mieux de planifier son budget pour tenter d'arriver?
Voilà, je vous laisse ça comme réflexion, simplement. Là, c'est sûr et certain, bon, vous allez rentrer dans le marché, vous allez rentrer dans le jeu, et là, un jour, on va vous parler de votre dossier de crédit. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Bon, le dossier de crédit, c'est jamais clair pour personne, ça intrigue beaucoup de personnes, puis il n'y a pas beaucoup d'informations sur le sujet, puis ça reste quand même très, très flou. C'est un document qui regroupe plusieurs informations sur votre situation financière. En tant que nouvel arrivant, il n'existe pas. Hein? Vous êtes vierge. Vous êtes chanceux, vous avez la possibilité de partir ça du bon pied. Donc, c'est que ça nous permet de nous identifier, de connaître notre niveau d'endettement, mais aussi de savoir si on rembourse nos dettes. Un dossier de crédit, ça contient les informations suivantes: les renseignements personnels, nom, adresse actuelle et ancienne, la date de naissance, le numéro d'assurance sociale, les renseignements sur le crédit, soit les cartes de crédit, qu'ils soient actives ou non, les prêts que vous avez, qu'ils soient personnels, les marges de crédit, les prêts hypothécaires et les dettes qu'on n'a pas été en mesure de rembourser sont aussi indiquées. Donc, il va y avoir aussi des informations sur les comptes bancaires, les comptes chèques. Donc, le montant, vraiment, votre profil financier, là, tout est là. Et si aussi, bien, vous avez recours un jour à des solutions à l'endettement, bien, ça va être également indiqué dans votre dossier de crédit. Comment bien utiliser son dossier, comment bien monter son dossier de crédit? Bien, en fait, c'est de respecter ses paiements. C'est de faire en sorte de ne pas abuser du crédit. C'est de ne pas demander le crédit à chaque mois, de ne pas faire des demandes de crédit à chaque mois, en fait. Donc, vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de choses à penser. C'est sûr et certain, on ne rentrera pas dans les détails parce qu'on pourrait en parler pendant 3 heures du dossier de crédit et jamais arriver au bout du sujet. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous interpeller. Ça va nous faire plaisir de rentrer plus en détail. J'ai une petite question dans le chat, je vais y répondre à la fin, s'il vous plaît. L'endettement, hein? Donc là, on a vu, bon, vous allez avoir tout ça d'offres potentielles à votre arrivée et éventuellement, vous allez pouvoir vous acheter une maison possiblement en 2026, selon ce que Annick m'a spécifié dans le chat. Donc, vous allez avoir accès à du crédit. Il faut comprendre là, qu'à l'heure actuelle, au Canada, pour chaque dollar qui est gagné, OK? Donc, chaque dollar qui rentre dans nos poches, le citoyen canadien normal en doit 1,80. Donc, pour chaque dollar rentré dans sa poche, il doit théoriquement donner en dette 1,80 sur le marché du crédit. Fait que vous voyez que le crédit est quand même important. Le niveau d'endettement est important au pays. Et là, avec la hausse des taux d'intérêt, on le sent de plus en plus. Le crédit, il ne faut pas le voir comme un méchant. Il ne faut pas le voir comme un sauveur. Il faut tout simplement y faire attention. Ça peut être notre ami, mais ça peut être notre ennemi aussi. Donc, il faut vraiment y faire attention. On a parlé d'endettement. Là, il y a aussi du surendettement qui est possible. Hein? Donc là, le surendettement, c'est quand, à un moment donné, on se ramasse dans une spirale, puis que là, on se pose des questions. On est en train d'utiliser du crédit pour payer du crédit. Donc, j'utilise ma marge de crédit pour payer ma carte de crédit. Ça existe, ça se fait. Donc, le surendettement, c'est lorsque notre dette est plus lourde à gérer que notre capacité de le faire, qu'on n'a plus de liquidité pour être capable d'assurer notre endettement. Il faut le savoir que cette spirale-là peut vous arriver à n'importe quel moment de votre vie. Ça peut vous arriver dans les premiers mois que vous allez être ici au Québec ou ça peut vous arriver lorsque vous allez être à la retraite. Ça arrive à n'importe quel moment, puis personne peut être à l'abri de ça. Mais par contre, il existe des solutions sur endettement. À la base, bien, tout simplement, ce qui est important de faire, c'est de réaménager son budget. C'est d'essayer de comprendre, est-ce que je peux couper des choses pour être capable de régler mon endettement? Souvent, l'endettement va être lié à des actifs. Hein? Donc, on va être lié à l'achat d'un véhicule, à l'achat d'un bien. Bon, peut-être éventuellement, vous allez vouloir vous acheter une motoneige pour profiter de l'hiver. Donc, vous allez contracter un emprunt, créer un endettement. Mais peut-être que vous n'avez pas la capacité de payer cet endettement-là. Donc, il va peut-être falloir vendre l'actif pour régler cette dette-là.
Ensuite, ben, c'est sûr et certain, on a un deuxième niveau. Donc, on peut dire, ben, écoute, là, Banque nationale, ça ne fonctionne pas. Donne-moi un petit lousse. TELUS, écoute, ça ne fonctionne pas. Donne-moi un petit lousse, s'il te plaît. Toutes mes excuses. Donne-moi la possibilité de respirer un petit peu. Donc, ça, on peut négocier avec nos créanciers, leur dire, ben écoute, je suis capable, là, je ne suis pas capable de te payer 200 aujourd'hui, mais je vais te payer 100 la semaine prochaine, puis je vais te payer 100 dans 2 semaines. Est-ce que ça fonctionne? Parfait. Première, c'est une autre belle chose qu'on peut faire ici au Canada et au Québec. Par la suite, ben là, si on a beaucoup de dettes, on peut dire, ben, on va tout ramasser ces dettes-là, hein, parce qu'on peut avoir une dette à 19 d'intérêt, une à 7 une à 15 On pourrait ramasser toutes ces dettes-là, faire une grosse dette finalement, mais au lieu de dire qu'on paye à 3 places différentes et à des taux d'intérêt différents, bien, on va tout prendre la dette, la mettre dans une seule à un taux d'intérêt souvent plus intéressant. Et là, on a un seul paiement à faire. Donc là, ça reste les solutions quand même assez simples. Par la suite, bien, il y a d'autres solutions qui existent, qui se trouvent être vraiment des solutions à l'endettement pur et dur. Donc, on a la possibilité de faire un dépôt volontaire. Ça, c'est dans le fond qu'on dit, bien, écoute, je ne suis plus capable de payer, je vais prendre entente, puis je vais te donner juste 50, puis je vais juste essayer de régler cette dette-là, puis adviendra que pourra. Donc, on fait un dépôt volontaire, on dit à notre institution, voici ce que je suis capable de te donner. Donc, ça, c'est sûr et certain que ça va entacher notre bureau de crédit, cette information-là. Parce que là, on avoue à notre créancier qu'on n'est pas capable de le payer en totalité. Par la suite, on peut faire une proposition au consommateur. Donc, ça, dans le fond, c'est qu'on va ramasser tous nos créanciers, on va aller voir un syndic de faillite et le syndic, lui, va négocier avec les créanciers et il va dire, ben écoute, la personne doit, exemple, 1 000 par mois, mais cette personne-là, présentement, elle a la capacité de payer pour 250. Fait que toi, es-tu prêt à baisser ta dette? Toi, es-tu prêt à baisser ta dette? Toi, es-tu prêt à baisser ta dette? Donc, là, il y a une négociation comme ça qui va se faire. Il faut qu'il y ait une majorité de créanciers qui acceptent cette information-là, qui acceptent cette négociation-là. Et par la suite, bien, ça va pouvoir suivre son cours. Mais encore une fois, ça va entacher notre dossier de crédit parce que là, on dit à nos créanciers, bien, écoute, je ne suis pas capable de te payer en totalité. Et finalement, bien, la faillite. Ça, c'est l'ultime, là. La faillite, c'est de dire, bien, écoute, là, il n'y a plus rien, là. Et la faillite, bien, il est fort possible qu'on saisisse des biens. Donc, si, exemple, on a un bien, on a un crédit, un endettement qui est lié à une hypothèque, à une maison, qui est lié à une auto, qui est lié à un bien, bien, il est fort possible que ce bien-là soit ressaisi, soit repris pour essayer de couvrir la dette. OK? Donc, ça, c'est des choses, encore une fois, qu'on peut vous accompagner si vous avez des enjeux, si vous vous sentez coincé à un moment donné, avant qu'il soit trop tard, venez nous voir, ça va nous faire plaisir de regarder ça avec vous. Attention aux requins. Là, je vous apprends quelque chose aujourd'hui. Quand c'est trop beau, c'est pas vrai. OK? Il n'y en a pas de solution facile et il n'y en a pas de solution miracle. Donc, malheureusement, hein, je vous ai parlé tantôt des prêts rapides, bien souvent, là, ça en est des solutions miracles, ça en est des solutions faciles. Mais c'est des solutions qui, en bout de ligne, peuvent être très, très, très dommageables pour vous. Donc, si on a des enjeux à payer nos dettes, si on est tenté d'aller vers un service qui annonce des solutions miracles, attention, il est fort possible que ce soit un intermédiaire financier. Donc, ça, c'est des gens qui ne sont pas régis par les mêmes normes que les caisses, que les banques. Ça peut être des courtiers en refinancement, des prêteurs privés, des redresseurs financiers, des prêteurs sur, bon, pas sur gage, là, mais des prêteurs quasi sur gage, des consultants en crédit, des redresseurs de code de crédit. La seule personne qui peut vraiment rebâtir votre crédit à la base, c'est vous, là. OK? Il n'y a personne qui peut le faire à votre place. Donc, de laisser ça à quelqu'un, ça va, tu sais, on se trouve à virer de l'argent de façon exponentielle pour rebâtir un dossier de crédit. Il faut faire attention. Par la suite, bien, c'est ça, comme je vous ai dit, les prêts rapides, les prêteurs sur gage, les bureaux d'encaissement de chèques. Donc, toutes ces personnes-là, là, puis ça, je vais toutes vous les nommer dans le document, là, ces personnes-là n'exercent pas sous un titre professionnel qui est réglementé au Canada.
Ces services-là coûtent très cher et sont inutiles dans un processus de rétablissement financier. Ça ne vous aidera pas. Venez nous voir à la place. OK? Et les achats, hein? Donc là, vous allez vous installer, vous allez faire en sorte de meubler votre appartement, vous allez acheter des choses, peut-être sur les Amazones de ce monde, et cetera, et cetera. C'est bien parfait, mais faites attention quand vous faites des achats en ligne, de valider comme il faut les sites Internet que vous travaillez dessus. Donc, souvent, là, hein, on a un petit cadenas qui est verrouillé, bien, ça signifie qu'un site Web est sécurisé. Mais ce n'est pas parce que le site est sécurisé qu'il ne s'agit pas d'un arnaque. Donc, ici, on n'a pas de HTTPS. Donc là, ça veut dire que ce site Web-là n'est pas sécurisé. Le S signifie la sécuriser. Donc, il faut faire attention vraiment à ce niveau-là de valider les choses, rechercher les fautes de frappe. Si vous êtes sur Amazon et qu'Amazon s'écrit avec un E à la fin, vous n'êtes pas sur la bonne page. Quand les soldes sont trop beaux pour être vrais, ici, on voit là, que c'est un produit qui normalement se vend 1200 $, puis là, oups, c'est rendu à 250. Ça se peut que ça soit peut-être un faux produit, puis qu'en bout de ligne, bien, vous allez perdre 250 $. Vous allez envoyer 250 $ à un arnaqueur professionnel. Et si on vous pousse à acheter trop rapidement, si on vous met de la pression, si on vous met des pop-up qui arrivent tout le temps, n'oubliez pas, n'oubliez pas, n'oubliez pas, ça se peut peut-être que c'est un site qui est frauduleux, qui est à faire attention. Ensuite, ben, c'est ça encore une fois ici. Bon, on voit ici notre site d'Amazon avec 2 Z ici, hein, donc ça, c'est malheureusement, c'est pas le vrai site d'Amazon. Des soldes trop beaux pour être vrais. Souvent, hein, on va mettre sur les sites web des politiques de confidentialité, des politiques sur des retours. Donc, essayez de regarder ça, de ne pas faire des choses sans vous poser les questions parce que c'est tellement facile. Il y a des gens qui font ça à l'année, à la journée longue, d'arnaquer les gens, que c'est leur métier. Hein? Ce n'est pas un métier très, très légal, mais c'est un métier. Donc, il y a des gens qui font ça à la journée longue, d'arnaquer les gens. Donc, faites attention, s'il vous plaît, sur les achats que vous pouvez faire. Donc, vos sous, votre compte bancaire, votre argent, hein, la vigilance est de mise, de se poser 2 fois la question, puis peut-être 3, ça peut être pertinent. Donc, n'hésitez pas à vous poser les questions, à faire un pas de recul pour vraiment s'assurer de faire la bonne chose et aussi, en bout de ligne, de se poser la question si on en a réellement le besoin. Voilà. Donc, merci encore une fois de votre attention. Ce fut extrêmement, je suis extrêmement heureuse de vous avoir donné cette formation-là aujourd'hui. En fait, là, c'est très, très, très rafraîchissant de pouvoir donner tout ça.